Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Incorrectibles. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque dimanche pour une émission, on va dire, un petit peu particulière, spéciale, puisque nous recevons un invité que nous avions déjà reçu à plusieurs reprises et qui à chaque fois nous accorde des interviews passionnantes. Donc un grand merci à lui, c'est le grand reporter Régis Le Sommier. Bonjour Régis. Bonjour Eric. Merci beaucoup de nous avoir accordé ce nouvel entretien. Alors on ne vous présente plus, ancien grand reporter évidemment à Paris Match, mais alors j'ai trouvé que c'était vraiment pertinent cette semaine de vous recevoir parce qu'on peut dire que vous êtes si ce n'est le meilleur même spécialiste en matière de politique internationale, pour ce qui en tout cas concerne, selon moi, la Syrie, le Proche-Orient. On parlera bien sûr de l'Ukraine et enfin des États-Unis. C'est donc une émission spéciale, on va dire politique internationale que nous allons offrir à nos spectateurs aujourd'hui. Et puis avant cela, je vais quand même rappeler que vous êtes directeur de la rédaction du magazine Omerta qui sort son nouveau numéro demain et auquel j'ai eu d'ailleurs le plaisir de contribuer, donc j'en suis pas peu fier. Donc un grand merci à vous. Et puis alors, ce numéro, c'est quand même formidable, il faut les remercier. Il fait beaucoup parler sur les réseaux, donc vraiment merci à vous tous qui en faites la promotion. Je crois que c'est quelque chose qui vous touche particulièrement. Tout à fait. Comme moi, voilà. Et vous attendiez d'ailleurs à ce qu'il fasse autant réagir, ce numéro Avant la mise en kiosque, non. Oui, c'est incroyable, parce que là, en plus, il y a juste la couverture. Voilà, on annonce la couverture. Effectivement, on réunit comme Sonia Mabrouk, Christine Kelly et Béatrice Rosen qui nous expliquent leur combat. Contre le wokisme. Voilà, contre le wokisme. On a quelques petites exclusivités que je vous laisserai. Oui, parce qu'on rappelle que c'est un numéro qui parle de wokisme. C'est un numéro qui parle de wokisme. Ça ne serait pas clair en voyant la couverture. Voilà, et avec une partie aussi internationale, avec tout ce qui font les fibres d'Omerta en fait. Et donc, je vous encourage à le regarder, à le découvrir demain. Donc, voilà, kiosque, donc vraiment, mais il est déjà en prévente. En prévente sur le site et à partir de demain, on va mettre le lien sous 5000 points de vente. Donc normalement, vous devriez en trouver un pas très loin de chez vous. Voilà. Bon, en tout cas, merci vraiment à vous tous qui nous soutenez et qui faites la promotion. Surtout, ne vous arrêtez pas, continuez sur les réseaux sociaux et sur X en particulier. Se reconnaîtront qui veulent. Voilà, alors on enchaîne évidemment, je le disais, puisque là aussi, c'est absolument incroyable. Je pense que c'est bien de le rappeler. Vous aviez écrit un livre, c'était en 2015, l'édition La Martinière, c'est ça ? Tout à fait. Qui s'appelait sobrement Assad. Voilà, donc je crois qu'il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs qui étaient consacrés à ce Il y a eu beaucoup d'articles qui ont été consacrés à Assad, il y a eu beaucoup de sujets. Oui, mais enfin... moi, je l'ai rencontré et surtout, c'était... Vous l'avez rencontré à 2 reprises officiellement, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et ce qui était intéressant pour moi, c'était d'expliquer comment... la particularité de cette Syrie, héritage des dictatures bassistes telles qu'il y avait avant Saddam Hussein, qui a pu avoir dans le monde arabe dans les années 70-80 et qui ont peu à peu disparu avec les catastrophes que ça a provoquées, puisque si on compte aussi Muammar Kadhafi en Libye, leur élimination a provoqué le chaos. Celle de Saddam Hussein nous a donné Daesh. Voilà, ce qui est intéressant, ce qui me paraissait intéressant, c'est d'avoir ces accès en Syrie, de façon à raconter la Syrie de l'intérieur. J'ai aussi fait un sujet sur les rebelles djihadistes de la Ghouta, que j'ai eu l'occasion d'interviewer. D'ailleurs, ça m'avait valu des problèmes auprès des autorités syriennes. Donc je connais bien, j'ai couvert les grandes batailles de cette époque, Palmyre, la Ghouta, Alep, donc surtout Alep, où j'ai passé beaucoup de temps à cette époque. Et donc ce qui s'y passe aujourd'hui, évidemment, m'intéresse au plus haut point. Alors, si vous le voulez bien, justement, cher Régis, on va donc parler longuement de cette actualité qui touche la Syrie. On va essayer de commencer chronologiquement cette émission, donc en parlant de cette fameuse nouvelle, bien sûr, qui n'aura échappé à personne et qui nous a tous choqués, donc la chute de Bachar al-Assad. Est-ce qu'une première question toute simple, est-ce que vous y attendiez à un tel événement, vous ? Pas du tout. Pas du tout, même Pas vous ? du tout. En fait, le problème de la Syrie, c'est qu'on y a peu prêté attention depuis 8 ans. En fait, la fin des combats, globalement, a lieu en 2018. Je parlais de l'épisode de cet est de Damas qui est, entre guillemets, reconquis par l'armée gouvernementale
en avril 2018. Les rebelles qui tenaient cette enclave, plusieurs groupes, dont certains djihadistes, sont ramenés en bus à Idlib. Et à Idlib ont été en gros entassées toutes les formes d'opposition au régime de Bachar el-Assad, expulsées par Bachar el-Assad, et les Russes qui ont fait ces transits de façon à, homogénéiser et reconquérir le territoire, à l'exception du Rojava, c'est-à-dire la zone tenue par les Kurdes au nord-est, sur laquelle les Américains sont présents. Et donc, on a concentré dans cette province d'Idlib tout ce qui était élément d'opposition. Et on a mis tout ça sous cloche. Et pendant 8 ans, on va dire, on n'en a plus entendu parler. La Syrie ne déclenchant plus les feux de l'actualité, il y a eu d'autres crises, il y a eu l'Ukraine, il y a eu plein d'autres choses. Et tout ça est passé un peu à la trappe et on n'a pas observé ce qui se passait précisément dans ce territoire d'Idlib, avec un phénomène quand même qui peut-être se comparer, si on veut faire une comparaison avec un autre phénomène qui s'est produit récemment au Moyen-Orient, à Gaza. C'est-à-dire quand vous concentrez une population avec des éléments comme le Hamas pendant des années sur un territoire que vous l'encerclez, il se produit ce qui se produit, c'est-à-dire dès que les gens qui occupent ce territoire ont l'occasion d'en sortir et d'essayer de vous tuer, ou en tout cas pour ce qui est des Israéliens et pour la Syrie de la conquérir, se produit une sorte là, ça a été vraiment un côté fulgurant, une blitzkrieg incroyable. La différence entre les deux, toutes proportions. Prise de pouvoir fulgurante, c'est le mot. Voilà, le fait que l'armée syrienne ne s'est pas battue, le fait que la société syrienne, grêlée sous les sanctions, n'a pas résisté à cet assaut, que l'armée syrienne ne s'est pas battue et que les Syriens ont considéré que advienne que pourra. Un autre ordre arrive, Bachar s'enfuit et on recommence et en tout cas on voit autre chose. Et aujourd'hui, en dépit des menaces que peuvent représenter ces djihadistes, en particulier Abou Mohamed al-Jolani avec son pédigré d'ancien d'Al-Qaïda, de Daesh, etc., quelque part les Syriens sont prêts, une partie des Syriens sont prêts à voir ce que ça peut donner, à condition de ne plus avoir Bachar et de tourner la page définitivement sur 60 ans de dictature bassiste. Mais pardon, moi je vous pose la question à l'envers. Comment vous expliquez justement, vu que cette prise de pouvoir elle est fulgurante et qui semble tomber aussi facilement, comment vous expliquez qu'il ait pu tenir aussi longtemps depuis 2011 ? Alors depuis 2011, qui est quand même assez... Alors ça c'est une analyse qui avait été faite, je pense que la France en particulier, Alain Juppé qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, suivi par Laurent Fabius, a considéré que le régime syrien, comme le régime libyen avant, comme le régime tunisien avant, comme le pouvoir de Moubarak en Égypte était vermoulu et tomberait sous le coup d'une jeunesse qui allait changer les choses et apporter la liberté et la démocratie. Ça, c'était la narration. Dans aucun de ces pays, ça ne s'est produit. La dictature a repris le dessus en Égypte après un épisode des frères musulmans au pouvoir avec Morsi. Rapidement, le général Sisi a repris le dessus. Là, on ne s'est pas posé de questions sur la démocratie. On a remis ça parce qu'on a vu que ça ne partait pas dans le sens où il fallait. La Libye est un pays anéanti avec l'Ouest et l'Est qui s'opposent. Il n'y a guère que la Tunisie, et encore de façon absolument imparfaite, où une forme de démocratie a pu voir le jour. Mais sur la Syrie, le régime est resté en place. Il est resté en place pour deux raisons. Il est resté en place d'abord parce qu'il contrôlait les rouages de la société. Il y avait un maillage complet de la société syrienne, parce que aussi l'opposition à l'époque, où déjà des djihadistes étaient, pas aux commandes, mais enfin étaient dans l'ombre, n'a pas su donner de garantie aux minorités. Le problème de la Syrie, c'est que c'est une mosaïque de groupes ethno-religieux qui vont des Ismaéliens aux
druzes, en passant par les alaouites, les chrétiens, tout ça est mélangé de façon inextricable avec des particularismes, des revendications, etc. Et que le pouvoir syrien contrôlait tout ça. Donc je pense que une partie de ces minorités n'a pas voulu tenter l'aventure de l'opposition avec ces éléments djihadistes, en considérant qu'il y avait plus à perdre avec eux qu'avec le régime. Une partie de la bourgeoisie syrienne est restée avec le régime, y compris de la bourgeoisie sunnite. Une grosse partie, une grosse majorité des sunnites sont restés avec le régime. Je rappelle que l'armée syrienne était composée de 70% de sunnites, que les 2 tiers des généraux de Bachar al-Assad étaient sunnites et qu'une bonne moitié de son gouvernement aussi. Donc si vous voulez, même si Bachar al-Assad lui est alawite et que la Syrie et la direction de la Syrie est une minorité au pouvoir qui gouverne à une majorité. Donc ça c'est et donc nous, on s'est imaginé en oubliant un petit peu, il y a guère que Éric Chevalier qui était notre ambassadeur à l'époque à Damas qui avait alerté le Quai d'Orsay en disant attention, je suis allé dans j'ai fait pas mal d'endroits en Syrie. Le régime ne va pas tomber, en tout cas pas tout de suite. Il est encore fort, il a encore des partisans. Et c'est, je pense, ce qui explique, et le chaos qui en a suivi avec les affrontements militaires, avec le fait aussi que des puissances étrangères, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'à chaque fois, des puissances étrangères, y compris l'Occident, ont tenté ou d'alimenter les rebelles en armes, ou de leur donner, on va dire, de les soutenir par plusieurs moyens. Les pays du Golfe en ont fait la même chose. L'Arabie Saoudite soutenait des groupes terroristes, enfin des groupes armés djihadistes. Le Qatar aussi, parfois des groupes rivaux qui se sont menés des batailles. Donc vous aviez la lutte contre Bachar el-Assad, vous aviez aussi des différences entre les différents groupes. Daesh qui aussi s'est imposé à la faveur du chaos qui existait dans l'opposition syrienne sur les zones qu'elle contrôlait. Et donc tout ça a fait que eh bien, le régime a pu vendre une narration particulière du gardien de l'unité syrienne, du gardien des cultes, des différences, de la laïcité, enfin d'une forme de laïcité on dira, et que une partie des gens ont continué à le soutenir, et c'est pour ça, je pense, avec l'aide des Russes qui a été fondamentale, à partir de septembre 2015, l'aide des Iraniens, l'aide du Hezbollah. Le Hezbollah était considérable, le Hezbollah n'était pas là cette fois-ci, parce qu'à cause de sa guerre avec Israël, il était amoindri, il n'était pas en mesure d'aider la Syrie. Donc le Hezbollah, à l'époque, a été de toutes les batailles pour la reconquête de la Syrie au nom de Bachar el-Assad. Parler de la Russie, justement, c'est important d'aborder cette question. Est-ce que c'est un échec pour la Russie ? Alors, hier, j'étais avec un autre spécialiste militaire, des questions militaires, qui s'appelle Père de Jong, que nous avons reçu chez Omerta, de façon très intéressante. C'est une personne, en plus, qui intervient régulièrement sur LCI. Ça fait partie des gens, on va dire, éclairés de cette chaîne qui c'est assez rare pour être remarqué. Se fourvoie dans des explications un peu bizarres. LCU, hein, c'est ça. Oui, et voilà. Et qui me disait, si les Russes perdent Tartous, oui, c'est une mauvaise opération. Tartous, c'est leur base navale. Ils ont 2 bases. Une base, c'est Tartous, une base navale avec une base sous-marine et une base de la marine de surface, et une base qui s'appelle Khmeimim, qui est leur base aérienne, qui, elle, date de 2015, qu'ils ont commencé à installer, qui ne sont pas très loin l'une de l'autre, dans la montagne alaouite, ce qu'on appelle la zone côtière proche de la Méditerranée, donc entre Latakia et Tartous, et ils ont ces 2 entités. S'ils les conservent, si les deals qui ont été faits finalement quelque part pour lâcher Bachar el-Assad leur permettent aux Russes de garder leur seul port en eau chaude. C'est quand même important, vous savez, l'histoire russe est façonnée par une trajectoire qui va du froid vers le chaud, et la volonté des Russes, c'est tout le grand jeu au 19e siècle entre les Russes et les Britanniques, c'est-à-dire d'arriver jusqu'à l'océan Indien, et les Britanniques de les en empêcher, et les Russes, avec Tartous, avaient un port en Méditerranée pour pouvoir se placer à un endroit géostratégique essentiel. Donc s'ils le conservent, ce que me disait Père de Jong, s'ils le conservent, ils sont gagnants.
S'ils le perdent, là, oui, ils vont perdre en rayonnement. Donc, ce qui est intéressant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que on peut imaginer que les Russes refassent des accords avec le pouvoir en place. Pour le moment, il n'en est pas question, mais il y a des signes quand même intéressants. Les Russes, à partir du moment où Bachar el-Assad a quitté le pouvoir et que Jolani et son groupe HTC sont arrivés à Damas, que les nouvelles autorités ont commencé à faire un processus de transition avec l'ancien Premier ministre de Damas, la Russie a, sur l'ambassade de Syrie à Moscou, a hissé le nouveau drapeau syrien, vert, blanc, noir, remplaçant celui qui était noir, blanc, rouge de l'ancien régime. Donc ça veut dire qu'ils actent quelque part, par la représentation diplomatique de la Syrie sur leur sol, le fait qu'il y a une nouvelle entité et qu'ils sont prêts, probablement, parce que les Russes sont des pragmatiques, à établir des relations, ou en tout cas à discuter avec eux. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas sur la scène politique française, tout le monde a commencé à se réjouir de cette chute de Bachar el-Assad. Bon, bien entendu, un dictateur, mais vous avez été d'ailleurs un des premiers à dire, attendez, avant de se réjouir, regardons un peu qui prend le pouvoir. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit de djihadistes? Ça, c'est la première question. Deuxième question, qui est derrière, selon vous, cette opération en Syrie? Beaucoup parlent de la Turquie, des États-Unis. Et quel aurait été justement leur intérêt de faire tomber Bachar el-Assad? Pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt? Première question, voilà. Est-ce qu'il faut se réjouir de cette prise de pouvoir? Écoutez, il faut se réjouir. Pour s'en réjouir, il faut être syrien. Comme je vous dis, une chape de plomb avait recouvert la Syrie depuis 8 ans. On avait l'impression que ce pays n'existait plus. Et tout à coup, on commence à s'y intéresser avec, je vais dire, une certaine... un certain processus qui est un peu identique, qui commence à se répéter. Moi qui m'a rappelé instantanément le retour des talibans en Afghanistan, où tout à coup on se dit tiens, il faut donner sa chance au produit. Je pensais que vous alliez dire la Libye. Alors la Libye, oui, la Libye avec le comité de libération nationale, Benghazi, le discours de Sarkozy, de David Cameron, qui d'ailleurs brandissent tous les deux les mains du leader libyen à l'époque, dont tout le monde a oublié le nom. Ce qui en dit long de cette expérience de démocratie inculquée par nos forces sur ce pays. Non, je suis sceptique parce que je vous expliquais tout à l'heure, Daesh, après Saddam, par ricochet, pas immédiatement après, mais Daesh qui peut se penser comme, vraiment, je le pense, comme la vengeance de Saddam d'une certaine façon, puisque ce sont des radicaux sunnites, arabes sunnites, parce que les Kurdes aussi sont sunnites. Donc, si vous voulez, c'est des choses qui sont... voilà, on casse l'objet. Ce qui est très intéressant, je cite souvent cette Colin Powell qui à la veille de l'invasion de l'Irak, je pense que beaucoup de choses commencent avec l'invasion de l'Irak, en mars 2003, et rencontre George Bush à la Maison-Blanche. Et George Bush lui dit vas-y Colin, parce que George Bush aimait bien, il était entêté, il était têtu, mais il aimait bien avoir aussi des voix alternatives. Il sentait bien que Powell n'était pas tout à fait en phase, en tout cas qu'il ne pensait pas à cette guerre en Irak comme l'a pensé Rumsfeld ou Cheney. Et il demande à Powell, il lui dit mais qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi, speak your mind, Colin. Et comment Colin Powell lui dit, c'est la règle du magasin de porcelaine. Tu casses quelque chose, elle est à toi. Voilà, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que les Américains sont restés sur place, les Américains sont partis, ont dû revenir quand Daesh est revenu. Aujourd'hui, sont présents dans le nord de la Syrie, où par effet de ricochet, on va dire, les phénomènes djihadistes ont débordé. D'abord chassés par les Américains d'Irak, qui se sont recomposés en Syrie. Ensuite, quand il y a eu l'affaire de Deraa et les tortures des enfants qui ont été en prémisse de la révolution syrienne, immédiatement, l'élément djihadiste ou presque, ou l'élément frères musulmans, toute la nébuleuse finalement qui cherchait à prendre le pouvoir dans la région, et contre lequel il faut se reconnaître, le pouvoir de la famille Assad, du clan Assad, avait souvent lutté, parfois jouant avec eux, parfois voilà,
comme beaucoup de puissances dans la région, on en reparlera. En fait, tout ça a provoqué finalement une sorte de contamination et une forme d'instabilité que les Russes ont été les seuls finalement les Russes et les Kurdes. Alors les Kurdes ont été aidés par les Américains. Enfin, les Russes qui ont accueilli Bachar al-Assad. Hein, et sa Oui, famille. tout à fait. Mais je parle des djihadistes, je parle d'Al-Qaïda, je parle de Front al-Nosra, je parle de Daesh, à faire reculer ces éléments-là. Et donc il y a eu une sorte de mise en coupe réglée et tout ça s'est un peu calmé. Mais là, on est dans une narration proposée, pour bien être clair, sur le conflit syrien, avec un homme, Abu Musab al-Jolani, Ahmed al-Shara, de son vrai nom, qui est un homme originaire de Damas, d'une banlieue d'une banlieue assez, d'ailleurs pas très loin de celle de la maison de Bachar al-Assad, une banlieue côte sud de Damas, et qui, après le 11 septembre, c'est très intéressant de rappeler un peu son pédigré, parce que souvent j'entends, notamment sur des chaînes de services publics, il a été proche d'Al-Qaïda, et puis il s'en est éloigné, il a rompu avec l'organisation. Ça, c'est la narration officielle. La vérité sur Jolani, c'est qu'il a été donc radicalisé par le 11 septembre, qu'il est parti en Irak faire le djihad, qu'il a rejoint les rangs d'Al-Qaïda en Irak, dont le leader, Abu Musab al-Zarqawi, était le terroriste numéro 1 à l'époque, champion toute catégorie de l'attentat suicide, faisant 150 morts au minimum par attentat chez les chiites, déclencheur du sectarisme, d'une nouvelle vague de sectarisme entre sunnites et chiites, un véritable poison pour les Américains qui ont fini par l'assassiner en 2016, le trouver et s'en débarrasser avec une bombe de 500 kilos tirée par un F-16. Voilà, ça c'était Zarqawi. Et dans les rangs de Zarqawi combattait Jolani. Et Jolani se fait arrêter. Il va passer 5 ans en prison, dans une prison qui s'appelle Camp Bucca, qui était la prison dans laquelle les Américains avaient à peu près réuni 10 000 ou 15 000 insurgés irakiens plus djihadistes, qui en fait, avec la barrière de la langue que les gardiens américains ne comprenaient pas, a été un véritable incubateur du djihad. Et pour ce qui est de l'État islamique, c'est là que l'État islamique est né, que les plans ont été écrits, pensés, avec un certain nombre de protagonistes, dont Jolani et surtout Baghdadi. Et c'est là où ils se rencontrent. Baghdadi va y passer 1 an et demi, Jolani 5 ans. Et Baghdadi missionnera Jolani pour aller exporter le djihad en Syrie au nom de l'État islamique. Jolani créera son groupe. Les deux sont en parfaite harmonie au départ. La différence qui va se passer entre eux, c'est que Jolani va conquérir Raqqa, qui deviendra la capitale de l'État islamique, sauf qu'il va rapidement faire sécession. Il fait sécession parce qu'il a une vision très nationaliste syrien. Lui, le côté globaliste, le côté extension territoriale prôné par Baghdadi, c'est pas son truc. Et Baghdadi veut annexer de force, unir de force Jabhat al-Nusra et Daesh. Et en fait, Jolani refuse. Donc c'est ça qui va se produire. Ensuite, il va rester quand même une force conquérante en Syrie. Il va annexer des territoires. Il y aura une énorme présence d'Al-Nusra à Alep, dans la Ghouta, dans d'autres villes, à Homs. Bref, il va mener sa guérilla en Syrie jusqu'à perdre et jusqu'à se retrouver dans les fameuses provinces d'Idlib. Voilà. Entre-temps, en 2016, il fait sécession avec Al-Qaïda, encore que le discours qu'il rédige pour la sécession et la réponse d'Al-Qaïda, à l'époque c'était plus Ben Laden, mais c'était Ayman al-Zawahiri, le nouveau numéro 1 d'Al-Qaïda, qui dit si pour des raisons, je crois qu'il lui répond quand il apprend que Al-Nusra ne veut plus de la franchise d'Al-Qaïda, il dit si pour des raisons opérationnelles, en gros ton groupe a besoin de s'écarter de l'enveloppe de l'organisation, en gros très bien, quoi. Donc il y a scission, mais en fait il y a approbation quand même d'Al-Qaïda. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une partie des gens qui aident
Jolani a installé son émirat, sa puissance, sont des gens d'Al-Qaïda qui ensuite n'ont pas été expulsés. Vous avez, pendant toute la durée du règne de Jolani, c'est-à-dire 8 ans sur Idlib, avant qu'il conquiert toute la Syrie, vous avez des gens d'Al-Qaïda qui sont restés, qui n'ont pas été expulsés. Il y a encore un groupe qui est dans le sillage d'HTC, qui s'appelle Houras al-Din, qui est directement connecté à Al-Qaïda. Et puis, vous avez une myriade de groupes, dont le groupe du français Omar Homsen, terroriste niçois notoire, parti faire le djihad au nom et rejoindre Al-Nosra en 2013, et qui a environ une centaine de combattants autour de lui. Vous avez les Kurdes, vous avez les Ouïghours, parti islamique du Turkestan, ça s'appelle le Turkestan, et vous avez les Ouzbeks, les Tchétchènes, enfin bref, tout un tas de radicaux pour qui la vue d'un chrétien ou d'un chiite est une abomination. Et voilà, donc si vous voulez, on a quand même du mal à imaginer que même si HTC a pris le pouvoir, l'a exercé de façon assez efficace à Idlib, permettant de dispenser des services à la population, etc., pour les 5 millions d'habitants qui habitaient cette région, une gestion plutôt assez efficace, et un contrôle sécuritaire de tous ces groupes sur cette zone. Maintenant, imaginez au regard de la Syrie, est-ce que ce contrôle-là est possible ? Voilà la vraie question aujourd'hui. Alors justement, je rappelais en début d'émission que vous avez rencontré donc Bachar al-Assad. Justement, j'aimerais que vous nous fassiez un petit peu le bilan de ce quart de siècle donc, au pouvoir de Bachar al-Assad. Quel bilan on peut en faire ? Est-ce qu'il tenait quand même bien le pays ? Est-ce qu'il était un rempart contre l'islamisme ? Est-ce que vous pouvez nous parler de l'homme que vous avez rencontré comme vous me rencontrez quoi ? L'homme Comment il était, comment il est quoi. L'homme Bachar al-Assad, alors moi j'ai été... Il y a deux choses qui m'ont surprise quand je suis allé le rencontrer. Comment ça se passe quand on rencontre un dictateur pareil ? Je veux dire, vous arrivez, c'est intéressant de savoir justement. Oui, alors il y a plusieurs étapes. C'est une négociation qui dure longtemps déjà, qui dure quasiment 1 an et demi. L'interview est plusieurs fois remise reportée, voilà. Et à partir du moment où j'ai le hockey, en fait, j'avais interviewé, j'ai utilisé des connexions. J'avais interviewé sa femme quand elle était passée à Paris. Alors, à l'époque où il n'y avait aucune guerre en Syrie, c'était en novembre 2010, et donc le président syrien et sa femme, oui, tout à fait, étaient venus et on avait obtenu une interview donc de la première dame de Syrie, Asma El-Assad. Pour tout vous dire, l'interview n'avait strictement aucun intérêt. Il venait, c'est pour vous dire, il venait, donc ils avaient déjeuner avec Nicolas Sarkozy et Carla Bruni à l'Élysée, avec Claude Guéant qui avait organisé cette photo. Visite. Ouais. Voilà, ça c'était 2011. Quelques années avant, il avait assisté au défilé sur les Champs-Élysées, avec à l'époque Ben Ali et d'autres dictateurs. Tous les honneurs de la République. Quoi. Tout à fait, parce que Nicolas Sarkozy avait cette idée, cette ambition de créer cette union de la Méditerranée. Donc voilà, c'était donc il avait rencontré sa femme. Et la connexion se fait. Alors, la connexion se fait, enfin, oui et non. Enfin, disons que je reste en contact avec certains des communicants qui étaient autour d'elle, grâce auxquels je vais pousser cette interview. Je ferai ma demande pour l'interview de Bachar al-Assad. Et ce qui est intéressant, c'est que rétrospectivement, alors j'ai réutilisé cette interview dans le livre que j'ai écrit sur Assad, parce que c'était tellement insipide et il y avait tellement que quand j'écoute la bande de cette interview de novembre 2010, je me dis que Asma al-Assad, en tout cas elle, les quelques 40 minutes d'interview, me prouve, je pense à plusieurs reprises, qu'elle n'avait aucune idée de ce qui allait se passer en Syrie. Ni influence. Aucune.
Et elle parlait de la jeunesse syrienne en parlant de la richesse, de la diversité, de la culture syrienne. En fait, ils étaient à Paris pour nouer des relations avec le Louvre et les musées d'antiquité en Syrie. C'était ça leur raison de leur visite. Donc vous imaginez un peu le gouffre et vous imaginez aussi le retour en grâce des Assad qui revenaient sur une position quasiment de diplomatie culturelle. Qui retrouvaient une place après avoir été les pestiférés, accusés de l'assassinat d'Hariri en 2005, donc ressortis par Nicolas Sarkozy, alors qu'avant, Bachar el-Assad avait été aussi porté à bout de bras par Jacques Chirac, qui voyait un personnage neuf, moderne, etc. Donc il y a eu plusieurs comme ça, des hauts et des bas de relations entre ce qui fait qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je vois sur les réseaux sociaux, des gens s'accusent, parce qu'on voit Nicolas Sarkozy ou Jean-Luc Mélenchon à côté de Bachar el-Assad, comme si ça avait une signification quelconque, où on disait, ah ben oui, tu vois bien, il était... Enfin bon, non, à plein de moments, Bachar el-Assad a été reçu à Paris, et il a été beaucoup de chefs d'État. Donc l'homme que vous avez rencontré, alors, pour vous dire... Quelle est la première impression que vous avez eue? Moi, c'est ce qui est très, très important de préciser, c'est que... au moment où je le rencontre, c'est vraiment une situation absolument critique pour lui. On est en novembre 2014. Donc j'ai obtenu l'autorisation de l'interviewer. Ça a été décalé plusieurs fois à Damas. Donc je dois me rendre à Damas, dans un pays où le gouvernement ne contrôle même plus que 20% du pays. J'arrive dans une situation où je franchis des routes. La ville qui est à ma gauche est contrôlée par l'opposition. La ville qui est à ma droite est contrôlée par l'opposition. Seule la route est contrôlée par le gouvernement. Donc je pars de la frontière, j'arrive à Damas et il ne se passe pas 3 minutes sans entendre une explosion ou des tirs dans la ville, puisque les banlieues enserrent complètement la capitale et elles sont aux mains de l'insurrection. Mais des groupes puissants islamiques armés, Jaish al-Islam, Jabhat al-Nusra, Daesh, qui a une présence dans le quartier d'Yarmouk, qui est un camp de Palestiniens au sud de Damas. Donc c'est une situation incroyable. Et ce qui m'a surpris avec Bachar el-Assad, bon, il y a le côté absence de sécurité autour de lui, parce que j'arrive en voiture dans une petite maison. Ça ne se passe pas du tout au palais présidentiel construit par son père, qu'il utilisait relativement peu. Ça se passe dans un petit pavillon de chasse, un peu dans la campagne à côté. Et à ce moment-là, c'est lui qui vient presque m'accueillir pour l'interview. Je m'attendais à ce qu'il y ait une armée de molosses, des gens avec des lunettes, des oreillettes, etc. Rien de tout ça. Bon. Évidemment, je peux quand même imaginer que tout ça a été caché. Et puis les Syriens ont la manière, le secret, à cause de la structure du régime, d'avoir une multitude de services de renseignement qui ont des yeux et des oreilles partout. Ce qui Comme fait au que Maroc. quand vous n'êtes pas attendu quelque part, tout de suite, ça attire l'attention. Donc ça, c'est la subtilité et à la fois l'horreur de ce régime bassiste qui contrôle et qui verrouille totalement la société syrienne. Et donc, ce Bachar-là arrive et il est dehors. Hein, et je me dis, on est à 1 kilomètre du camp de Yarmouk, enfin 1,5 kilomètre, on va dire, du camp de Yarmouk où il y a Daesh. On est à 3 kilomètres de Jobar, qui est le premier quartier de la Routa de l'est de Damas, où se trouve Jabhat al-Nusra, où se trouve un certain nombre de terroristes qui ont déjà fait des incursions jusqu'à 1,5 kilomètre de la maison de Bachar el-Assad, qui n'est pas dans sa maison, mais elle est dans les beaux quartiers, Mézé, etc. Donc je me dis, mais le mec, il est dehors, voilà. Donc déjà, ça me surprend. Ensuite, ce qui m'a surpris, c'est son caractère téphal, c'est-à-dire l'imperméabilité, d'abord à toute critique, la façon qu'il a de se joindre au sort de la Syrie en expliquant que Est-ce qu'il a l'air d'un dictateur sanguinaire quand on le voit Non, il a en fait l'avantage, à la fois ce qui est déroutant chez Bachar el-Assad, c'est que c'est un personnage qui a une éducation quasi européenne. Dentiste, je crois, c'est ça, il était ophtalmologiste. Ah, ophtalmo, ouais. Et il était ophtalmo, et sa femme a vécu toute sa jeunesse à Londres, je crois même qu'elle y est née, même si elle est syrienne, mais enfin c'est des gens de l'exil. Et lui a récupéré le pouvoir parce que son frère Bassem a été tué dans un accident de voiture. Alors, c'était pas du tout Bachar qui devait reprendre le pouvoir. Voilà l'histoire, mais elle est vraie dans le sens que ce n'est pas quelqu'un qui est
typiquement syrien. Il passe sa vie en costume ou dans des habits européennes. Je crois que je n'ai jamais vu dans une tenue traditionnelle syrienne ou autre. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a tous les codes aussi de l'Occident, qui a un côté, ça j'avais remarqué, assez geek. C'est-à-dire, il est très informatisé, il s'intéresse à... Il avait par exemple sur son bureau un énorme ordinateur Apple avec voilà, un moniteur. Voilà. À l'époque, ça se faisait assez peu, donc il avait quand même des choses. Et c'est quelqu'un qui, quand son père l'a rappelé après la mort de son frère, la première mission qu'il a eue, ça a été d'installer l'informatique en Syrie, et notamment Internet, développer Internet. Voilà. Donc il a ce côté geek, ce qui le rend, à mon sens, très détaché de la réalité de la Syrie profonde. Je pense que son père, qui était fils de paysans alaouites très pauvres, ayant été le premier de sa famille à aller à l'école, connaissait beaucoup mieux les rouages subtils et les relations de domination entre les groupes ethno-religieux en Syrie, en particulier la relation entre la majorité sunnite et la minorité alaouite, qui conditionne tout, en fait, cette relation. Je pense que si son père avait été encore en vie, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Et Bachar el-Assad doit son pouvoir aussi à la vieille garde. Il tente des réformes dans les années 2000, ces réformes n'aboutissent pas parce qu'on ne veut pas qu'il s'ouvre trop. On ne veut pas que la Syrie se déverrouille. On ne veut pas que le peuple, finalement, puisse s'exprimer librement aussi. Donc il y a tout ça dans l'équation Bachar. Et donc, voilà, je suis étonné de cette espèce à la fois d'accessibilité et en même temps de cette image qui pose de quelqu'un sur qui les événements n'ont aucune prise. Voilà. Comment vous voyez les mois à venir là en Syrie Je n'ai pas de boule de cristal et très honnêtement, s'il y a un spécialiste qui est capable de vous dire comment ça va terminer, moi j'ai tendance à être pessimiste parce que je n'ai jamais vu d'expérience avec des gens qui sont djihadistes à la base, qui disent j'ai changé. J'ai vu le retour vraiment de très près des talibans en Afghanistan, puisque j'ai réalisé un documentaire au moment où ils sont retournés au pouvoir. Ce que je sais, c'est que j'ai passé beaucoup de temps à l'époque avec des talibans de la région de Kaboul ou de la zone de Wardak, qui ont conquis véritablement la capitale le 15 août 2021. Et par eux, j'ai su qu'une partie de l'encadrement des talibans qui ont occupé ensuite la capitale, vous allez voir, c'est très important, étaient des gens d'un niveau intellectuel relativement supérieur, certains ayant fait des études. Pourquoi la gouvernance taliban a mis ces gens à exercer l'autorité? Parce qu'ils savaient que Kaboul, après avoir été occupé par les Américains pendant 20 ans, a été en contact avec le monde. Et que l'idéologie talibane, elle est par nature inscrite au fond des campagnes. Et que pour installer la charia à Kaboul, il fallait un peu de souplesse. Il fallait gérer aussi ce phénomène médiatique. Donc les talibans ont autorisé, comme HTC, des journalistes étrangers à venir les photographier, à venir les interviewer, etc. Pour montrer qu'il y avait un visage nouveau. Donc, ce qui est quand même intéressant, les talibans ont écarté tous les religieux fanatiques, les gens de Kandahar, un peu rustres, les gens des provinces de l'Est aussi, qui sont, pour certains, dans lesquels ils ont cohabité ou parfois coopéré avec Daesh. Donc, on est dans, si vous voulez, une opération de com très bien menée. Et vous parliez de Gilles Kepel tout à l'heure, Gilles Kepel pense que Jolani est il a dit, un terroriste relooké par des média traîneurs qataro-turcs. Voilà. Mais peut-être que c'est un peu fort, mais ça indique bien ce qui se passe. Et voilà, après, il y a la question de la sincérité. Quand on remonte le fil du pédigré de Jolani, on se rend compte que dès 2013, au moment de la séparation avec Daesh, il a quand même un discours vis-à-vis des minorités. Il est syrien, donc il sait que la Syrie, c'est une mosaïque de 50, de plein de groupes. Et donc, il veut s'imposer par la force
Il veut imposer la charia, il veut ça, il n'y a pas de doute, mais en même temps, il a le souci aussi, il sait que c'est divers, il sait qu'on n'est pas en Irak où vous avez des sunnites. Alors en Irak, il y a des zones aussi mixtes, il y en a de moins en moins, mais avant 2003, il y avait des zones mixtes, mais vous avez surtout 3 grandes parties, à l'ouest les sunnites, un peu au nord, et puis ensuite les chiites au sud et les Kurdes au nord-est. Donc globalement, vous aviez ces 3 entités. La Syrie, c'est un espèce d'entrelac. Voilà. Alors justement, on parlait de la situation aussi géographique de la Syrie, ça va nous amener à cette transition naturelle avec le Proche-Orient. Un mot d'Israël qu'on a profité pour étendre, si je ne me trompe pas, son contrôle sur la région du Golan. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle preuve des visées expansionnistes de ce pays? Est-ce que vous pouvez nous parler des rapports d'Israël avec la Syrie? Les rapports d'Israël avec la Syrie, ils sont compliqués. Enfin, avec le gouvernement de Bachar el-Assad, ils ont toujours été compliqués parce que autant avec la monarchie hachémite en Jordanie, en dépit évidemment de la guerre et de l'état de guerre, il n'y a pas de traité de paix avec Israël, entre Israël et la Jordanie, mais si vous voulez, il y a eu toujours et puis il y a un tiers de la population jordanienne qui est d'origine palestinienne, par exemple. Mais vous avez aussi beaucoup de Palestiniens qui ont fui Israël, qui ont fui la Palestine après la déclaration d'indépendance israélienne, ce qu'on a appelé la Narba, la catastrophe pour les Palestiniens qui se sont réfugiés. Par exemple, vous avez beaucoup de Palestiniens aussi à Alep. Vous en avez, j'ai parlé du camp de Yarmouk à Damas, vous avez plein d'endroits comme ça en Syrie où il y a des réfugiés palestiniens. Et donc la différence entre, on va dire, le régime de Bachar el-Assad et le régime du roi Hussein en Jordanie, c'est que il y en a un qui a, on va dire, qui a mené des relations diplomatiques, alors que entre Israël et la Syrie, il y a toujours eu le Golan. L'occupation du Golan à la suite de la guerre perdue par la Syrie, par l'Égypte, qui fait que le Golan est occupé par Israël depuis. Et c'est un point essentiel d'affrontement. En tout cas, la Syrie a toujours rêvé de récupérer le Golan par la force. Elle a toujours considéré que c'était à elle et d'ailleurs, le Golan n'a jamais été reconnu par Israël. C'est Israël qui a fini par l'annexer, l'occuper et l'annexer. Donc voilà. Et maintenant, Netanyahou a dit que c'était une terre éternelle. Bon. Alors voilà. Oui. Alors donc les relations, Israël va en profiter. Alors cette situation, Israël en profite. Je dirais que Israël n'est pas complètement neutre dans l'histoire, même dans cette prise de pouvoir, puisque non, puisque la guerre contre le Hezbollah affaiblit le Hezbollah, l'empêche d'intervenir en Syrie et fragilise encore plus l'édifice, le pouvoir de Bachar el-Assad. D'ailleurs, au moment de la signature de l'accord de paix, de la cessation on va dire plutôt des hostilités entre Israël et le Hezbollah, Netanyahou prévient Bachar el-Assad, enfin il l'avertit qu'il n'est pas tranquille, voilà, parce que Bachar el-Assad a le tort, en plus de vouloir potentiellement, mais peut-il le faire, récupérer le Golan, mais aux yeux de Netanyahou, il est surtout la ligne de vie qui relie le Hezbollah à l'Iran, et ligne de vie parce que passage des armes. Et qu'à partir du moment où maintenant Bachar el-Assad n'est plus là, les armes ne peuvent plus transiter de l'Iran jusqu'au Liban. C'est ça ce que lui reproche Netanyahou. Netanyahou lui reproche d'avoir servi... Il faudra parler de l'Iran, parce que c'est un affaiblissement de l'Iran quand même. Un affaiblissement de l'Iran aussi, bien sûr. Et donc Israël, en affaiblissant le Hezbollah, interdit cette force militaire qui est extrêmement performante, qui, même si elle n'a pas perdu la guerre contre Israël, puisque les deux, en gros, Israël n'a pas réussi à pénétrer autant qu'elle le souhaitait au Liban Sud, même si elle a pu neutraliser une partie du potentiel militaire du Hezbollah et décapiter l'organisation. L'organisation existe toujours et elle a résisté, elle ne s'est pas effondrée comme ce qui était prévu. Donc il y a une sorte voilà, mais le Hezbollah n'a plus les capacités de déborder et d'aller aider Assad si les choses... voilà. Donc, quelque part, ce qui est quand même intéressant dans cette histoire, c'est qu'il y a une sorte de tectonique des plaques régionales qui s'est produite et où, évidemment,
ne pas négliger, et ce qu'il est essentiel, le rôle de la Turquie, qui elle a d'autres objectifs. Autant Israël s'était coupé la ligne de vie entre l'Iran et le Hezbollah et le Liban, autant Erdogan a deux objectifs. Remettre en Syrie les quelques 4 millions de Syriens qui sont sur son territoire. Ça, c'est un de ses objectifs. Et c'est une des raisons pour laquelle il y a eu un désaccord profond. Erdogan s'est dit plusieurs fois prêt à renouer des relations avec Bachar el-Assad. Il ne l'a jamais fait parce que Bachar el-Assad a toujours été intransigeant sur le fait qu'il ne voulait pas reprendre ces 4 millions de Syriens. Et que Erdogan s'est dit, moi, je vais attaquer via mes proxys, via les groupes qui sont sous mon contrôle, dont HTC, quelque part, qui fonctionne aussi avec Erdogan, de façon à libérer du territoire pour replacer ces Syriens. Et en plus, et c'est là où, quand, vous savez, parfois on entend oui, il faut être ferme contre le terrorisme. Plusieurs dirigeants internationaux parlent de la lutte contre le terrorisme. Quand Erdogan dit il faut lutter contre le terrorisme, quand on dit terroriste, dans sa bouche, ça veut dire kurde. Voilà, avant Daesh, avant tout ça. Donc ça, l'objectif d'Erdogan est clair, c'est d'écarter au maximum les YPG, ceux qui nous ont servi, qui se sont sacrifiés pour aller au carton contre Daesh. Eh bien, Erdogan veut leur faire la chasse. On parle même possiblement d'une offensive sur la ville de Kobané, arrachée par les Kurdes à Daesh, et qui pourrait être conquis par les milices dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Donc, une véritable offensive contre les Kurdes de la part des supplétifs des Turcs, des supplétifs syriens des Turcs au nord-est. Et donc les objectifs d'Erdogan, évidemment, étaient de pouvoir rentrer voilà, et se libérer du territoire. Objectifs un peu différents de ceux d'Israël, mais en tout cas concordants. Alors j'aimerais qu'on continue à parler de ce qui se passe dans cette région, notamment au Proche-Orient. Et comment est-ce que vous regardez l'évolution de ce conflit justement au Proche-Orient? L'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah, c'est plutôt une bonne chose, non? Disons que ça permet d'éviter au Liban une catastrophe et puis des bombardements intempestifs sur ces banlieues chiites et même au-delà. Hein, l'armée israélienne a effectué un premier retrait. Et puis voilà, il y a moins du sol de frappes. libanais. Ça peut annoncer une paix durable quand même dans la région ou pas, selon vous? Je ne sais pas, tout dépendra un petit peu de la stabilité ou de l'instabilité qui va se produire en Syrie. Parce que le problème, c'est que si la Syrie est l'objet d'une... Donc la Syrie rebat toutes les cartes quand même, à vous entendre. La Syrie peut être l'objet d'une libyanisation, c'est-à-dire un scénario à la libyenne avec des entités qui contrôlent différentes zones et avec des facteurs d'instabilité. Pas la libanisation, la libyanisation. La libyanisation. Mais politiquement, d'ailleurs, le Liban aussi, c'est... le Liban étant lui-même extrêmement fragile, il est évident que s'il y a, par exemple, un sunnistan radical qui se fait à ses frontières, les sunnites libanais ne seront pas absolument hermétiques à cette entité. Le Hezbollah qui est plus au sud et qui Elle est possible la paix avec le Hezbollah? Le Hezbollah, là, redevient un groupe régional. Mais il a de l'importance. Et il a de l'importance parce qu'il est encore la voix de la communauté chiite qui représente une 30% de la population libanaise. Au milieu de tout ça, vous avez les chrétiens. Et l'avenir des chrétiens est aussi en sursis en Syrie. Vous aviez, il y a quelques années, avant la guerre, avant 2011, vous aviez 300 000 chrétiens à Alep. Vous savez combien il y en a encore aujourd'hui? 30 000. 300 000, on est passé à 30 000. Donc voilà, donc l'élément chrétien dans la mosaïque syrienne, il est de moins en moins là. Or, au Liban, il y en a encore beaucoup, même si on en a aussi de moins en moins, mais ça reste le seul pays, peut-être le seul pays chrétien. Tout ça, c'est ce que je suis en train de vous dire là, tout ça est incertain. Et l'explosion du Liban est une possibilité, de même que l'explosion de la Jordanie est aussi une possibilité, avec des tensions possibles entre les différents groupes. Voilà. Donc, on est dans une possibilité de contagion régionale où il n'y a plus de gens qui tiennent vraiment le terrain. Le vrai défi pour Jolani, pas tant de savoir finalement s'il est un djihadiste ou pas, c'est s'il va réussir à tenir le terrain au niveau sécuritaire et faire en sorte que les Syriens
se sentent libres de circuler sans dommage pour leur personne. Pour vous, Israël est encore légitime dans les actions militaires qu'elle entreprend? Bah, c'est difficile d'imaginer que frapper le nord de la Syrie pour y détruire le potentiel militaire syrien ait quelque chose à voir avec la libération des otages. Vous voyez, qu'on dise qu'on détruise Gaza ou qu'on détruise le Hezbollah parce qu'il soutient le Hamas peut encore s'entendre, comment dire, d'un point de vue, je dirais, de la géopolitique et d'un point de vue de l'intérêt d'Israël. Mais est-ce qu'Israël se défend vraiment en installant un califat, enfin un personnage qui potentiellement peut installer un califat en Syrie? J'en suis pas du tout sûr. Je pense que d'ailleurs les Israéliens s'imaginaient pas que le gouvernement de Bachar el-Assad tomberait aussi facilement, à mon avis. Ils pensaient pouvoir dominer le sud et pouvoir éventuellement morceler la Syrie avec une partie qui resterait aux mains de Bachar et une autre partie qui serait kurde, une autre partie qui serait aux mains des sunnites, etc. Je pense qu'ils auraient préféré dealer, on va dire, avec une Syrie plurielle. Là, faire en sorte que voir qu'un tel personnage avec tout ce qu'il y a derrière et le facteur d'instabilité, encore une fois, qui est induit, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle in fine, même si Israël a repris du territoire, même si ils ont comment dire, consolidé leur position, ils ont pris une montagne dont j'ai oublié le nom, mais qui va leur permettre de regarder à 360 sur ce qui se passe au Liban, qui est au nord-est du Golan. Voilà, c'est tout bénef, on va dire oui, c'est un point positif du point de vue d'Israël. Maintenant, là, on est quand même clairement dans une phase où, si l'objectif suivant, c'est l'Iran, oui, on va arriver dans une vision très Netanyahou, voire en corrélation avec sa droite extrême, incarnée par Smotrich et comment il s'appelle, Ben Gvir. Est-ce qu'Israël doit toujours se construire dans la guerre? C'est ça aussi. Depuis sa naissance, Israël, le lendemain de la déclaration d'indépendance, Israël était déjà en guerre. Et là, elle est toujours en guerre. Donc c'est ça la vraie question. C'est la société israélienne peut-elle vivre en paix et peut-elle tisser autour, autre que des relations de force avec ses voisins,